La station géologique Severnaya Vozem est située sur l'île d'Ellesmere, dans l'Arctique canadien, à 300 km de la localité la plus proche. En hiver, la température descend jusqu'à moins 50 degrés. La nuit polaire dure 4 mois. Et la localité la plus proche, Resolute Bay, se trouve à 800 km à travers la glace. La station fonctionne depuis 1971, lorsque le Service géologique des États-Unis a élargi ses programmes de recherche arctique pendant la guerre froide. Officiellement, on y étudie la structure géologique de l'île. On prélève des échantillons de sol et on dresse des cartes des gisements minéraux. Officieusement, on y étudie les anomalies magnétiques que les instruments enregistrent depuis plus de 50 ans. Je suis arrivé à la station le 21 août 2023 dans le cadre d'une nouvelle équipe. Auparavant, je travaillais pour une société minière en Alaska, où je m'occupais de la prospection de gisements de cuivre et de zinc, et j'avais 15 ans d'expérience dans des conditions de pergélisol. Le contrat proposé par la station offrait un salaire 3 fois supérieur à la normale, ce qui semblait être une offre intéressante pour un géologue avec mon expérience. Le chef de l'expédition, Robert Hayes, a justifié ce salaire élevé par l'éloignement du site et la nécessité de passer l'hiver dans des conditions extrêmes. J'ai découvert les autres raisons plus tard. La station est un complexe de 7 bâtiments modulaires reliés par des passerelles couvertes. Le bâtiment principal comprend des logements pour 12 personnes, une salle à manger et un bloc médical. Le deuxième bâtiment abrite un laboratoire équipé d'appareils d'analyse des échantillons géologiques, spectromètres, microscopes, ordinateurs pour le traitement des données. Le troisième bâtiment est réservé aux entrepôts de nourriture et de carburant. Les autres bâtiments sont des locaux techniques, une salle des générateurs et une salle radio. Toutes les structures sont installées sur des pieux enfoncés dans le pergélisol à une profondeur de 12 mètres. Le vent souffle constamment ici, avec des rafales pouvant atteindre 40 mètres par seconde. C'est pourquoi tous les passages entre les bâtiments sont équipés de rampes et de câbles solides. L'équipe était composée de 11 personnes. Robert Hayes, âgé de 62 ans, dirigeait l'expédition et travaillait à la station depuis sa création. 3 géologues, dont moi-même, 2 géophysiciens, un météorologue, un cuisinier, 2 techniciens, un mécanicien et un opérateur radio. Tous des hommes âgés de 28 à 65 ans. Les femmes d'âme ne sont pas envoyées à la station, conformément à une règle tacite que personne n'explique ouvertement. Le premier jour après notre arrivée, Ace nous a tous réunis dans la salle à manger. Il a sorti une feuille de papier et l'a posée sur la table. Le document s'intitulait « Protocole de sécurité de la station géologique Nord 8 ». Les points semblaient les standards. Respect des horaires de service, règles d'utilisation des équipements, mesures de précaution lors des sorties, sur la glace. Mais les 3 derniers points différaient des instructions habituelles. Le point 8 stipulait qu'entre le 1er octobre et le 30 avril, il était interdit de quitter le bâtiment résidentiel entre 22 h et 6 h du matin. Aucune exception n'était prévue. Même en cas d'urgence, il fallait attendre l'aube. Le point 9 exigeait que toutes les portes entre les bâtiments soient verrouillées de l'intérieur pendant la nuit. Les clés devaient être conservées de par l'agent de service qui était tenu de vérifier personnellement les serrures. Le point 10 stipulait qu'un journal des incidents nocturnes devait être tenu. Ce journal devait consigner tous les bruits inhabituels, les vibrations, les anomalies dans le fonctionnement des appareils et les changements de température à l'intérieur des locaux. Ace n'a pas expliqué les raisons de ces règles. Il a dit que la station était située dans une zone où les paramètres géomagnétiques étaient instables, que des aurores boréales d'intensité accrue étaient possibles et que des ours polaires s'approchaient parfois des bâtiments.
La logique de ces explications semblait tirée par les cheveux. Les aurores boréales ne nécessitent pas de verrouiller les portes. Les ours polaires n'ont pas peur de la lumière et n'attaquent pas les bâtiments importants. Le travail a commencé 2 jours plus tard. Ma tâche consistait à analyser des carottes, des échantillons cylindriques de roches extraites par forage. L'équipe précédente avait laissé 42 carottes d'une longueur comprise entre 80 cm et 2 mètres chacune. Les roches dataient de la période précambrienne. Leur âge dépassait 600 millions d'années. Il s'agissait principalement de gneiss et de granit, typiques du socle de l'île. La tâche consistait à déterminer la composition minérale, à rechercher des inclusions de métaux rares et à établir une colonne stratigraphique. Le laboratoire était équipé d'appareils modernes. Un diffractomètre à rayon X permettait de déterminer la structure cristalline des minéraux. Un microscope électronique offrait un grossissement pouvant atteindre 50 000 fois. Le spectromètre analysait la composition chimique avec une précision de l'ordre du centième de %. Je travaillais 12 heures par jour, étudiant méthodiquement chaque échantillon, remplissant des tableaux de données, construisant des graphiques de répartition des éléments en fonction de la profondeur de gisement. Le 5e jour de travail, j'ai découvert une anomalie dans le carottage numéro 23. L'échantillon avait été prélevé à une profondeur de 470 mètres. La roche était un gneiss gris foncé, avec des bandes caractéristiques de mica et de quartz. À l'examen visuel, rien d'inhabituel n'était visible. Mais lorsque j'ai placé une fine coupe sous un microscope électronique, j'ai découvert d'étranges inclusions. Elles ressemblaient à des fils métalliques d'environ 5 micromètres d'épaisseur, entrelacés dans une structure ordonnée. Les fils formaient un réseau de cellules de forme géométrique régulière. L'analyse spectrale a montré que les inclusions étaient composées d'un alliage de titane, d'iridium et de 2 autres éléments que l'appareil n'a pas pu identifier. La concentration en iridium dépassait les valeurs de fond de 800 fois. L'iridium est des rares dans la croûte terrestre. Sa teneur élevée et c'est généralement associé à des impacts météoritiques. Mais la structure géométriquement régulière des fils ne correspondait ni à une matière météoritique, ni à des formations minérales naturelles. J'ai montré ma découverte à un autre géologue, David Connor. Âgé de 48 ans, il était spécialisé en pétrographie, la science des roches. Connor a étudié l'échantillon pendant 3 heures, a effectué des mesures supplémentaires et a consulté des ouvrages de référence. Il a déclaré n'avoir jamais rien vu de tel dans les roches naturelles. La structure des fils ressemblait à celle des nanomatériaux artificiels, mais l'âge de la roche haute excluait toute origine humaine. Les gneiss précambriens se sont formés bien avant l'apparition non seulement de l'homme, mais aussi de toute forme de vie complexe sur Terre. Nous avons décidé de signaler notre découverte à Hayes. Il a examiné l'échantillon, écouté nos explications et hoché la tête. Hayes a déclaré que de telles inclusions avaient déjà été observées auparavant. Les équipes précédentes avaient enregistré des anomalies de métallique dans des carottes provenant de grandes profondeurs. Le service géologique a envoyé les échantillons à des laboratoires spécialisés pour une étude approfondie. Les résultats des analyses ont été classés secrets. La version officielle était que les inclusions étaient dans des restes d'anciennes matières météoritiques dispersées dans l'épaisseur des roches lors d'un métamorphisme de choc. Hayes a ajouté que notre tâche consistait à systématiser les données et non à interpréter l'origine des anomalies. Il a ordonné de poursuivre le travail selon le plan, de consigner toutes les découvertes inhabituelles dans un journal spécial et de ne pas discuter du sujet avec les autres membres de l'équipe. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans la routine. J'ai analysé les carottes, établi des tableaux, rempli des rapports.
des inclusions métalliques ont été trouvées dans 4 autres échantillons, tous provenant de profondeurs supérieures à 400 mètres. La structure des fils variait, mais l'ordre géométrique était conservé dans tous les cas. J'ai commencé à dresser une carte de la répartition des anomalies en fonction de la superficie et de la profondeur. Les inclusions n'étaient pas disposées de manière chaotique, mais formaient un système défini. En reliant les points où elles avaient été détectées, on obtenait une figure ressemblant à des cercles concentriques dont le centre était situé à 2 km au nord-est de la station. Le 12 septembre, la température a chuté brutalement. Le thermomètre affichait moins 28 degrés, alors que la norme pour cette période de l'année est d'environ moins 10 degrés. Le météorologue James Wilson a déclaré que l'anticyclone arctique s'était déplacé plus tôt que d'habitude, apportant des masses d'air froid du pôle. Le vent s'est intensifié jusqu'à atteindre 35 mètres par seconde. La visibilité a été réduite à 50 mètres en raison du blizzard, c'est-à-dire de la neige soulevée par le vent à la surface. Ce soir-là, pendant le dîner, le cuisinier Michael Thompson a mentionné qu'il avait entendu un bruit étrange la nuit précédente. Il était de garde dans la cuisine, où il préparait de la pâte à pain. Vers 3 heures du matin, il a entendu quelque chose qui ressemblait à un grincement de métal sur du béton. Le bruit venait du bâtiment du laboratoire. Thompson s'est approché de la fenêtre, mais il n'a rien vu à cause de l'obscurité et de la tempête de neige. Le bruit s'est répété quelques 2 minutes plus tard, puis a cessé. Le mécanicien Roger Blake a déclaré que le grincement pouvait provenir d'une feuille de revêtement mal fixée sur l'un des bâtiments. Le vent arrache les fixations fragiles et le métal frotte contre la structure. Il a promis de vérifier tous les bâtiments le lendemain matin. Ace regarda Thompson et lui demanda s'il avait consigné l'incident dans le journal des événements nocturnes. Thompson répondit qu'il n'avait pas prêté attention à ce grincement métallique habituel. Ace répéta que tout bruit inhabituel devait être consigné dans le journal, sans exception. C'était une exigence du protocole de sécurité. Après le dîner, je retournai dans ma chambre. Les logements étaient montés de petites cabines de 3 mètres sur 4. Un lit étroit, un bureau, une armoire, une étagère pour les livres. La fenêtre donnait au nord, vers le champ de glace. Pendant la nuit polaire, on ne voit rien d'autre que l'obscurité depuis la fenêtre. Mais à la fin du mois de septembre, la journée dure encore environ 6 heures. Je me suis couché vers 11 heures du soir. Je me suis réveillé avec une étrange sensation de vibration. Le sol sous le lit tremblait légèrement, comme lorsque des équipements puissants fonctionnent. J'ai regardé l'heure. Il était 3h27 du matin. Les générateurs de la station fonctionnaient en permanence, créant un bourdonnement de fond auquel on s'habitue au bout de quelques jours. Mais cette vibration était différente. Elle était plus grave, comme si elle provenait des profondeurs de la Terre et non des mécanismes. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Dehors, l'obscurité était totale. Les projecteurs de la station n'éclairaient donc que les 30 mètres les plus proches autour des bâtiments. Au-delà s'étendait un vide noir. La vibration a duré environ 1 minute, puis s'est arrêtée. Je suis retourné me coucher, mais je n'ai pas réussi à m'endormir tout de suite. Des pensées détournées étaient dans ma tête. Les inclusions métalliques dans les carottes, leur disposition ordonnée, les règles étranges de la station. Le matin, au petit déjeuner, le radio Carl Edwards a dit qu'il avait enregistré des interférences sur toutes les fréquences pendant la nuit. De 3 à 4 heures du matin, la communication était pratiquement inexistante. Le récepteur n'émettait qu'un bruit blanc, interrompu de temps en temps par des impulsions à basse fréquence. Après 4 heures, la communication a été rétablie. Edwards a vérifié l'équipement. L'antenne était en bon état. Tous les systèmes fonctionnaient
normalement. Il a supposé que les interférences étaient causées par une tempête magnétique. Le géophysicien Thomas Miller a contesté cette hypothèse. Il a déclaré que les magnétomètres n'avaient enregistré aucune perturbation du champ géomagnétique. L'activité solaire était faible, la probabilité d'une tempête magnétique était minime. Les interférences étaient là et locales. Leur source se trouvait quelque part, à proximité de la station. J'ai mentionné la vibration que j'avais ressentie pendant la nuit. Il s'est avéré que 3 autres personnes l'avaient également ressentie. L'heure coïncidait, entre 3 et 4 heures du matin. Blake a supposé qu'il s'agissait d'une secousse souterraine. La station est située à la jonction de plaques tectoniques, où l'activité sismique n'est pas rare, mais le sismographe n'a rien enregistré. Hayes a écouté en silence, puis a déclaré que toutes les observations devaient être consignées dans le journal. Il a ajouté que de tels phénomènes se produisaient régulièrement, en particulier pendant la nuit polaire. Les causes exactes sont inconnues, mais ils ne représentent pas une menace si les règles de sécurité sont respectées. L'essentiel est de ne pas quitter le bâtiment résidentiel la nuit et de garder toutes les portes fermées. Quelqu'un a demandé pourquoi précisément la nuit. Hayes a répondu que les heures nocturnes coïncidaient avec le pic d'activité géomagnétique dans cette région. Les appareils du laboratoire peuvent tomber en panne. Les équipements de navigation peuvent afficher des données erronées. Une personne qui se retrouve dans une telle zone de désorientation dans l'obscurité et par une température de moins 40 degrés risque de ne pas retrouver son chemin. Il y a eu des cas où des personnes se sont gelées à une centaine de mètres de la station après s'être égarées. L'explication semblait raisonnable, mais pas tout à fait convaincante. L'équipement de navigation comprend des récepteurs GPS qui fonctionnent indépendamment du champ géomagnétique. De plus, tous les bâtiments sont reliés par des câbles de sécurité qui permettent de trouver son chemin, même dans l'obscurité totale. Après le petit déjeuner, je suis retourné au laboratoire. Connor travaillait déjà sur une nouvelle série d'échantillons. Je lui ai demandé s'il avait déjà été confronté à des anomalies de nocturne auparavant. Connor m'a répondu que c'était son 2e quart à la station. L'hiver dernier, en janvier, des phénomènes similaires se produisaient presque toutes les nuits. Des vibrations, des interférences dans les communications radio, des coupures d'électricité pendant quelques secondes. Une fois, la température à l'intérieur du bâtiment résidentiel a chuté de 15 degrés en 10 minutes, alors que le chauffage fonctionnait correctement. Puis, la température a augmenté tout aussi brusquement. J'ai demandé ce que les scientifiques en pensaient. Connor a haussé les épaules. La version officielle est celle d'une activité géomagnétique anormale. Les théories non officielles divergent. Certains pensent qu'il y a un grand gisement de minerais magnétiques sous la station, ce qui crée une distorsion locale du champ. D'autres supposent qu'il y a des cavités souterraines, avec une composition minérale inhabituelle des parois. D'autres encore parlent d'une base militaire qui mène des expériences secrètes à proximité. Connor a ajouté que l'hiver dernier, l'un des géologues avait disparu. Il s'appelait Peter Hamilton et avait 34 ans. Cela s'est produit le 23 janvier. Hamilton s'est couché dans sa chambre vers 22 heures. Le lendemain matin, il n'était ni dans sa chambre, ni dans les autres locaux de la station. La porte de sa cabine était ouverte de l'intérieur. La porte d'entrée du bâtiment résidentiel était également ouverte, bien que le gardien ait juré l'avoir fermée à clé pour la nuit. Les recherches ont duré 3 jours. Tous les bâtiments ont été inspectés. Les locaux techniques ont été vérifiés. Les environs de la station ont été fouillés dans un rayon de 5 km. Hamilton n'a pas été retrouvé. Aucune trace dans la neige, aucun signe de sa présence à l'extérieur du bâtiment résidentiel. Conclusion officielle, accident, décès lors d'une sortie non autorisée dans la rue pendant la nuit.
Le corps n'a pas été retrouvé à cause de la tempête de neige qui a pu le recouvrir ou l'emporter dans l'océan. Connor a déclaré que peu de gens croyaient à cette version. Hamilton était un polaire expérimenté. Il travaillait dans l'Arctique depuis 8 ans. Il ne serait pas sorti dans la rue la nuit sans raison valable, d'autant plus en pyjama. Ses vêtements d'extérieur étaient restés dans l'armoire. De plus, la tempête de neige était faible cette nuit-là. La visibilité était d'environ 200 mètres. Les traces auraient là dû être conservées. J'ai demandé s'il y avait eu d'autres cas de disparition. Connor a réfléchi un instant, puis a répondu qu'en 50 ans d'activité de la station, 11 personnes avaient disparu. Toutes les disparitions avaient eu lieu pendant les mois d'hiver, toujours la nuit. Les intervalles entre les cas étaient donc de 1 à 3 ans. Les corps n'ont été retrouvés que 2 fois. Un géologue s'est mort de froid, à 200 mètres de la station. Il a été retrouvé 1 semaine après sa disparition. Le second est tombé dans une crevasse dans la glace, à 1,5 km du rivage. Son corps a été repêché 1 mois plus tard, lorsque la glace a fondu. Les statistiques officielles des accidents dans les stations arctiques montrent donc que la mort d'un membre du personnel survient en moyenne 1 fois tous les 10 ans. À la station Severnaya Vozem, la fréquence des décès est 11 fois plus élevée. Mais la station continue de fonctionner, les contrats sont renouvelés, de nouvelles équipes arrivent, chaque année. Connor a déclaré que les salaires avaient en santé augmenté après la 3e disparition. Le service géologique a été confronté à un problème de recrutement, les rumeurs d'événements étranges s'étant répandues parmi les polaires. Les salaires élevés ont résolu le problème. Il y avait des gens prêts à prendre des risques pour l'argent ou qui ne croyaient tout simplement pas aux rumeurs. Je lui ai demandé pourquoi il était revenu à la station après sa première équipe. Connor a répondu qu'il avait besoin d'argent pour soigner sa fille. Elle souffre d'une maladie génétique rare dont le traitement coûte 120 000 $ par an. Le salaire habituel d'un géologue ne couvre pas ses frais. 2 contrats à la station Nord 8 permettent de financer le traitement annuel. J'ai passé le reste de la journée à réfléchir. Les données formaient un tableau inquiétant. Des inclusions métalliques d'origine inconnue dans des roches anciennes. Des anomalies nocturnes régulières. Des disparitions humaines à une fréquence d'environ 1 fois par an. Des règles strictes interdisant de sortir du bâtiment la nuit. Tout cela indiquait l'existence d'une menace réelle dont la nature restait obscure. Le soir, j'ai étudié le journal des incidents nocturnes. Ace le conservait dans son bureau, mais tous les membres de l'équipe avaient accès à ce journal. Les enregistrements couvraient la période du 1er octobre de l'année dernière au 30 avril de l'année en cours. 7 mois de nuit polaire. Les premières semaines d'octobre ne comportaient que de rares enregistrements. Quelques notes sur des interférences radio, 2 cas de vibration du sol, un épisode de coupure de courant de courte durée. À partir de novembre, la fréquence des notes a augmenté. Les interférences sont devenues quotidiennes, les vibrations hebdomadaires. Des notes sur des bruits étranges à l'extérieur des bâtiments sont apparues. Les agents de service les décrivaient comme des grincements, des bruissements, des coups sur la coque métallique. En décembre, les enregistrements sont devenus inquiétants. Le géophysicien a enregistré un champ magnétique anormal, dont l'intensité dépassait de 15 fois les valeurs de fond. La source se trouvait à la surface de la glace, à 150 mètres de la station, mais lorsqu'on a tenté d'examiner cet endroit le matin, aucune anomalie n'a été détectée. Le météorologue a noté une chute inexplicable de la pression atmosphérique de 20 millibars en 5 minutes, sans changement de temps. Le mécanicien a noté que les générateurs avaient fonctionné pendant la nuit à une charge 2 fois supérieure à la consommation de la station, alors que tous les appareils indiquaient une consommation d'énergie normale. Le 23 janvier, la nuit de la disparition de Hamilton, il n'y a pas eu d'enregistrement.
Hamilton lui-même aurait dû être de garde cette nuit-là. La note suivante est datée du 25 janvier. Le responsable de service a noté que les recherches du géologue disparu n'avaient y donné aucun résultat. Aucun bruit ou phénomène étrange n'a été observé pendant la nuit. Les mois de février et mars contiennent des notes similaires à celles de décembre. Les anomalies nocturnes se sont poursuivies, mais leur intensité a diminué. Le mois d'avril s'est déroulé relativement calmement. La dernière entrée date du 29 avril, la veille de la fin de la période d'interdiction des sorties nocturnes. L'agent de service a écrit que tous les systèmes fonctionnaient normalement et qu'aucun phénomène inhabituel n'avait été signalé. J'ai fermé le journal et j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil avait disparu à l'horizon 1 heure auparavant. Le crépuscule teintait le ciel d'une couleur violet foncé. Dans 1 mois, la nuit polaire commencerait. Et alors commencerait ce dont les règles de la station mettaient en garde, ce qui faisait disparaître les gens, ce qui était lié aux inclusions métalliques dans les roches anciennes. Le 1er octobre, Ace rassembla tout le monde après le dîner et annonça l'entrée en vigueur du régime nocturne. À partir de ce jour et jusqu'à la fin avril, les restrictions prévues dans le protocole de sécurité s'appliquent. Toutes les portes entre les bâtiments seront verrouillées à 22 heures. Les gardes seront répartis selon un horaire. Chaque nuit, une personne restera éveillée, surveillera les équipements et tiendra un journal des incidents. La personne de garde n'aura pas le droit de quitter le bâtiment résidentiel. En cas de problème technique dans d'autres bâtiments, il faudra attendre le lendemain matin. Ace sortit du coffre-fort la clé de l'armoire à armes. L'armoire contenait 3 fusils de calibre 308, une boîte de munitions et 2 fusées de détresse. Les armes étaient destinées à la protection contre les ours polaires lors des travaux à l'extérieur de la station. Ace dit que pendant l'hiver, les fusils seraient conservés dans le bâtiment résidentiel. 1 dans son bureau, 2 dans le couloir près de la sortie. Tout le monde devait connaître l'emplacement des armes. En cas d'urgence, il était permis de les utiliser sans instruction supplémentaire. Quelqu'un demanda à quelle situation d'urgence il faisait référence. Ace répondit brièvement. Toute menace pour la vie du personnel. Il ne donna pas plus d'explications. Cette nuit-là, Blake était de garde. Je me suis couché vers 23 heures, mais je n'ai pas réussi à m'endormir pendant longtemps. Des pensées de tourner dans ma tête. Les mois à venir, les personnes disparues. Ce qui se cachait derrière les explications officielles de la direction. Vers 2 heures, je suis finalement tombé dans un sommeil profond. Je me suis réveillé en entendant un bruit. Un coup sec et distinct sur du métal. J'ai ouvert les yeux et je suis resté immobile pendant quelques secondes. À l'écoute. Silence. Puis le coup s'est répété. Il venait de l'extérieur, du côté du bâtiment du laboratoire. Le bruit ressemblait à celui d'un objet lourd frappant le revêtement métallique du bâtiment. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Des projecteurs éclairaient dans l'espace autour de la station, mais l'éclairage était inégal. Des taches de lumière vive alternaient avec des ombres profondes. Le vent soufflait sur le sol, la poussière de neige tourbillonnait en spirale, créant l'illusion du mouvement. La visibilité était d'environ 30 mètres. Au-delà, c'était l'obscurité totale. Le bruit se répéta une 3e fois, puis une 4e. Rythmiquement, à environ 5 secondes d'intervalle. Je sortis de la pièce et me rendis dans le couloir. Toutes les pièces étaient éclairées. Dans les stations polaires, on ne coupe pas la lumière, même la nuit. La voix de Ace me parvint depuis son bureau. Il parlait avec Blake. Je m'approchai de la porte. Ace se tenait près de la fenêtre avec des jumelles. Blake notait quelque chose dans un journal. Ace baissa les jumelles et secoua la tête. Il dit qu'on ne voyait rien, à cause du brouillard. Les coups continuaient, mais il était impossible d'en déterminer la source. Il pouvait s'agir d'une feuille d'arc de revêtement arrachée par le vent ou d'autre chose.
Blake demanda s'il pouvait sortir pour vérifier. Ace répondit sèchement. Pas de sortie avant l'aube. Les règles existent pour une bonne raison. S'il s'agissait vraiment d'un revêtement arraché, cela ne causerait pas de dommages importants en une nuit. Le matin, nous inspecterions tous les bâtiments. Les coups ont cessé aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Je suis retourné dans ma chambre, mais je ne pouvais plus dormir. Je suis resté allongé à écouter le silence, seulement troublé par le ronronnement des générateurs et le hurlement du vent. L'horloge indiquait 3h42, l'heure à laquelle la plupart des anomalies de nocturne se produisent. Vers 4h du matin, j'ai entendu un nouveau bruit. Cette fois, il était plus faible, mais plus distinct. Un grincement, lent, traînant, comme si quelque chose de dur raclait du métal. Le bruit venait de la fenêtre. Je m'en suis approché et j'ai appuyé mon front contre la vitre froide. Dehors, rien n'avait changé. Les mêmes taches de lumière, les mêmes ombres, la même terre. Le grincement a duré 2 minutes, puis s'est arrêté. Je suis resté près de la fenêtre pendant encore 10 minutes, mais je n'ai plus rien entendu. Au petit déjeuner, Blake a rapporté les incidents nocturnes. Les coups sur le métal ont commencé à 2h38 et ont duré 11 minutes. Au total, 23 coups ont été enregistrés. Le grincement a commencé à 3h55 et a duré 2 minutes. Il n'y a pas eu d'interférence dans les communications radio. Aucune vibration du sol n'a été ressentie. Les magnétomètres ont affiché des valeurs normales. Après le petit déjeuner, nous avons inspecté tous les bâtiments. Le revêtement est en place, les fixations sont serrées. Aucun dommage n'est à signaler. Blake a fait 2 fois le tour des bâtiments, vérifiant chaque feuille de métal. Tout est en ordre. La source des coups reste inconnue. Je suis retourné travailler au laboratoire. Connor analysait un nouveau lot d'échantillons. J'ai continué à dresser la carte de la répartition des inclusions métalliques. À l'heure du dîner, le tableau était plus clair. Les anomalies étaient disposées en cercles, avec un centre commun. Les rayons des cercles étaient donnés de 400, 500 et 600 mètres. Le point central se trouvait à 2 km de la station, aux coordonnées 60 degrés 12 minutes de latitude nord, 84 degrés 37 minutes de longitude ouest. J'ai montré la carte à Connor. Il l'a étudiée pendant 5 minutes, puis a sifflé. Connor a déclaré qu'une telle disposition ne pouvait être fortuite. Les structures géologiques naturelles ne forment pas de cercles réguliers. Il s'agit soit du résultat d'un processus géologique ancien que la science moderne ne décrit pas, soit de quelque chose d'artificiel. Nous en avons fait part à Hayes. Il a étudié attentivement la carte, posé quelques questions sur la méthode de détermination des coordonnées et vérifié les calculs. Il a ensuite déclaré que ces données devaient être incluses dans le rapport. Le service géologique s'intéressera à cette découverte. Il est possible qu'il organise des forages supplémentaires au point central. J'ai demandé si des recherches avaient déjà été menées dans cette région. Ace a répondu que les équipes précédentes avaient effectué des forages à différents endroits de l'île, mais qu'aucune exploration systématique n'avait été menée à 2 km au nord-est de la station. Cette zone est recouverte d'une couche de glace de Pâques d'environ 4 mètres d'épaisseur, sous laquelle se trouve une eau de mer profonde de 50 mètres, puis le fond marin. Le forage dans de telles conditions nécessite un équipement spécial dont la station ne dispose pas. Connor a remarqué que les inclusions métalliques ont été découvertes dans des échantillons provenant de la terre ferme, et non du fond marin. Cela signifie que la zone anormale s'étend non seulement sous l'eau, mais aussi sous l'île. Le centre des cercles se trouve sur la glace, mais la structure elle-même peut être beaucoup plus grande. Ace acquiesça. Il dit que de telles hypothèses avaient déjà été émises auparavant.
L'une des théories veut qu'il existe sous l'île d'Ellesmere une grande formation ancienne, peut-être d'origine météoritique. Les inclusions métalliques seraient des fragments de cette formation, dispersés dans les roches lors de l'impact. Les anomalies géomagnétiques sont le résultat de la présence d'une grande quantité de minéraux magnétiques dans le corps de la météorite. J'ai demandé si cette théorie expliquait les incidents nocturnes et les disparitions de personnes. Ace a réfléchi un instant, puis a répondu que personne n'avait prouvé de lien direct. Il existe une corrélation entre les anomalies géologiques et les phénomènes étranges, mais le lien de cause à effet n'est pas clair. Peut-être que tout est dû à un facteur psychologique. Les personnes qui connaissent les propriétés inhabituelles de la région subissent un stress qui influence leur comportement. Cette explication ne semblait pas convaincante. 11 disparitions en 50 ans, c'est trop pour un facteur psychologique. De plus, les coups et les grincements nocturnes étaient réels. Ils avaient été enregistrés par des appareils et entendus par des témoins indépendants. Le soir, j'ai de nouveau examiné le journal des incidents de l'année précédente. J'ai remarqué un détail qui m'avait échappé auparavant. La disparition de Hamilton avait eu lieu le 23 janvier. Dans le journal des années précédentes, que Hayes conservait dans ses archives, j'ai trouvé 2 autres disparitions. Un géologue du nom de Mark Welsh a disparu le 27 janvier 2022. Le technicien, Robert Jones, a disparu le 19 janvier 2021. Les 3 cas se sont produits à la fin du mois de janvier. L'intervalle entre eux est exactement d'1 an. J'ai continué à consulter les archives. La disparition de 2020 a eu lieu le 25 janvier. Celle de 1999, le 21 janvier. La régularité était évidente. Chaque année, entre le 19 et le 27 janvier, une personne disparaissait. J'ai montré ces données à Connor. Il a également remarqué la périodicité, mais n'y a pas prêté attention. Connor a dit que la fin janvier était la période la plus sombre et la plus froide dans l'Arctique. La pression psychologique atteint son maximum, les gens sont fatigués de l'espace confiné et de l'absence de soleil. Il n'est pas surprenant que c'est précisément pendant cette période que des accidents et des incidents se produisent. Mais je savais que ce n'était pas seulement une question de psychologie. Des inclusions métalliques disposées en cercles réguliers, des anomalies nocturnes qui commencent en octobre et se poursuivent jusqu'en avril, des disparitions à la fin du mois de janvier de chaque année. Tout cela fait partie d'un même système, d'un même phénomène dont la nature dépasse le cadre de la géologie ou de la météorologie habituelle. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un calme relatif. Les incidents nocturnes étaient rares, 1 ou 2 fois par semaine. Des bruits étranges étaient enregistrés, parfois accompagnés d'interférences dans les communications radio. Je continuais à travailler sur les échantillons. Connor rédigeait des descriptions pétrographiques des roches. Les autres membres de l'équipe s'acquittaient de leurs tâches. Le météorologue relevait les données des instruments. Les géophysiciens analysaient les données magnétiques. Les techniciens entretenaient le matériel. Le 15 octobre, la durée du jour a été réduite à 2 heures. Le soleil s'élevait brièvement au-dessus de l'horizon, teintant à peine le ciel d'une couleur orange pâle. Le reste du temps, c'était le crépuscule ou l'obscurité totale. La température se maintenait autour de moins 35 degrés. Le vent ne faiblissait pas. Nous ne sortions que pour vérifier l'équipement et prélever de la neige pour obtenir de l'eau. Le 22 octobre, le premier incident grave s'est produit. Le géophysicien Miller était de garde. Vers 3 heures du matin, il a entendu un bruit à l'extérieur. Cette fois, ce n'était pas des coups ni des grincements, mais quelque chose qui ressemblait à des pas. Des pas lourds et lents sur le pont métallique entre les bâtiments. Miller s'approcha de la fenêtre de la salle à manger qui donnait sur le passage menant au bâtiment du laboratoire. Des projecteurs éclairaient une passerelle métallique de 20 mètres de long. La passerelle était vide. Les pas continuaient,
un bruit distinct de semelle sur le métal. Miller compta 14 pas, puis le bruit cessa. Il réveilla Hayes. Hayes ordonna de ne plus réveiller personne et de renforcer la surveillance. Ils restèrent tous les deux, assis près de la fenêtre jusqu'à l'aube. Il ne se passa plus rien. Le matin, ils inspectèrent le passage. Une couche de neige poudreuse d'environ 1 cm d'épaisseur recouvrait le pont métallique. Aucune trace. Le vent était faible cette nuit-là, environ 5 mètres par seconde, pas assez fort pour effacer les empreintes en quelques heures. Miller insistait sur le fait qu'il avait clairement entendu des pas. Le bruit était réel et non le résultat de la fatigue ou d'une hallucination. Hayes ne contesta pas. Il consigna l'incident dans le journal et ordonna de renforcer les mesures de sécurité. Désormais, l'agent de service devait vérifier les serrures de toutes les portes, toutes les 2 heures, et non plus une seule fois par nuit. Je demandai directement à Hayes ce qui se passait à la station. Il me regarda longuement, puis me proposa de passer dans son bureau. Nous nous sommes assis à la table. Hayes a sorti du coffre-fort un dossier portant la mention « Restricted Access », accès restreint. Le dossier contenait des documents, des rapports d'expéditions précédentes, des photos, des schémas. Hayes m'a dit qu'il me raconterait ce qu'il savait. La station Nord 8 n'a pas été construite ici par hasard. En 1968, les militaires ont enregistré des échos radars inexplicables dans cette région. Des objets apparaissaient sur les écrans radars, se déplaçaient à grande vitesse, puis disparaissaient. On a supposé qu'il s'agissait d'appareils de reconnaissance soviétiques, mais une vérification a montré qu'il n'y avait aucun équipement dans un rayon de 1000 km. En 1970, une expédition scientifique a été envoyée sur place. Les géologues ont découvert des anomalies de magnétique et d'étranges inclusions métalliques dans des échantillons de roches. Il a été décidé de construire une station permanente pour mener des recherches à long terme. La première équipe est arrivée en 1971. Les problèmes ont commencé immédiatement. Au cours de l'hiver 1961-1972, le radiotélégraphiste a disparu. Il a été retrouvé 1 mois plus tard à 3 km de la station. Le corps gisait sur la glace, sans aucune blessure apparente. L'autopsie a révélé un arrêt cardiaque. Mais l'homme avait 29 ans. Il était en bonne santé et passait régulièrement des examens médicaux. Au cours de l'hiver 1972-1973, un mécanicien a disparu. Son corps n'a pas été retrouvé. Au cours de l'hiver 1973-1964, c'était au tour d'un géologue. La tendance était désormais évidente. Chaque hiver, généralement en janvier, une personne disparaissait. Le service géologique a mené une enquête. Il a examiné toutes les circonstances, interrogé le personnel, vérifié l'équipement. Aucune violation des règles de sécurité n'a été constatée. Les personnes disparaissaient de locaux fermés à clé, sans laisser de traces. Il y avait des hypothèses concernant un tueur en série parmi le personnel, mais la vérification de tous les employés n'a rien donné. En 1976, des équipements supplémentaires ont été installés à la station. Des caméras infrarouges, des détecteurs de mouvement, des sismographes à haute sensibilité. Au cours de l'hiver 1976-1977, une caméra infrarouge a détecté un objet thermique à une distance de 150 mètres de la station. L'objet se déplaçait à une vitesse d'environ 3 km/h. La température de sa surface était d'environ 10 degrés Celsius. La forme de l'objet était irrégulière. Ses dimensions étaient difficiles à déterminer en raison de la faible résolution de la caméra. Hayes m'a montré une photo prise par la caméra infrarouge. Il s'agissait d'une image noire et blanc de mauvaise qualité. On y voyait une silhouette rougeâtre floue sur la neige. Les contours sont flous, mais on distingue quelque chose d'allongé verticalement, d'une hauteur d'environ 2,5 mètres. Au bas de la silhouette, on remarque plusieurs points de contact avec la surface, peut-être des membres. La caméra a filmé l'objet pendant 7 minutes. Puis, il s'est déplacé hors du champ de vision.
La même nuit, un géophysicien a disparu. Son corps a été retrouvé au printemps, lorsque la neige a fondu. Il gisait à 4 kilomètres de la station, dans une crevasse entre les dérochers. Il n'était pas vêtu, alors qu'il était parti avec un équipement arctique complet. Après cet incident, des règles strictes ont été mises en place. Interdiction de sortir la nuit, fermeture obligatoire des portes, permanence permanente. La fréquence des disparitions a diminué, mais n'a pas complètement cessé. Au cours des 40 années suivantes, 7 autres personnes ont disparu. Tous ces cas se sont produits malgré le respect des règles de sécurité. J'ai demandé pourquoi la station n'avait pas été fermée. Ace a répondu que les recherches étaient considérées comme importantes pour la sécurité nationale. Les anomalies dans cette région pourraient-on être liées à d'anciens processus géologiques dont l'étude fournirait de nouvelles données scientifiques. De plus, la fermeture de la station en raison de disparitions inexpliquées soulèverait trop de questions. La version officielle est celle d'accidents dans les conditions extrêmes de l'Arctique. Je lui ai demandé ce qui, selon lui, tuait les gens. Ace a longuement réfléchi, puis a répondu qu'il n'avait pas de réponse claire. Les images infrarouges montrent d'être la présence de quelque chose de vivant, ou du moins de chaud. Les anomalies magnétiques et les inclusions métalliques indiquent la présence d'un objet de grande taille, sous la terre et la glace. Il s'agit peut-être d'une forme de vie inconnue, adaptée aux conditions arctiques. Peut-être autre chose. Il a ajouté que le plus important était de survivre à l'hiver, respecter les règles, ne pas sortir la nuit, garder les portes fermées. La plupart des gens survivent à la transition sans incident. La probabilité d'être victime est de 1 sur 12 pour 7 mois d'hivernage. C'est beaucoup, mais ce n'est pas fatal. Lui-même a vécu ici pendant 50 hivers et est resté en vie. Je suis sorti du bureau avec un sentiment de lourdeur. Les informations fournies par Hayes expliquaient beaucoup de choses, mais soulevaient encore plus de questions. Quelle est cette créature qui apparaît sur les caméras infrarouges? Pourquoi tue-t-elle des gens? Comment pénètre-t-elle dans des pièces fermées à clé? Et surtout, est-elle liée aux inclusions métalliques et aux anomalies géomagnétiques? J'ai passé le reste de la journée à réfléchir. J'ai analysé les faits, émis des hypothèses, essayé de trouver une logique à ce qui se passait. Le soir venu, j'étais parvenu à une conclusion provisoire. Les inclusions métalliques formaient des cercles concentriques dont le centre se trouvait à 2 kilomètres de la station. L'objet infrarouge se déplaçait en direction de la station. Si l'on suppose que l'objet est lié à la source des anomalies métalliques, alors son repère ou son lieu de vie se trouve au centre des cercles. Ce point est situé sur la banquise. Sous la glace, il y a l'eau de mer, et sous l'eau, le fond marin. Si la créature vit là, elle doit être adaptée au froid et capable de rester sous l'eau. La température de l'eau sous la glace est d'environ -2 degrés, et la pression à une profondeur de 50 mètres est d'environ 6 atmosphères. Peu d'organismes vivants peuvent supporter de telles conditions, mais la caméra infrarouge a enregistré une température de surface d'environ 10 degrés. Cela signifie que la créature est à sang chaud ou dispose d'une source de chaleur interne. Sa taille d'environ 2,5 mètres indique qu'il s'agit d'un organisme de grande taille. Sa capacité à se déplacer sur la glace et la neige indique qu'elle dispose de membres. J'ai noté mes réflexions dans mon carnet. J'ai décidé d'en discuter avec Connor le lendemain matin. Ensemble, nous pourrions peut-être élaborer un plan d'action. En attendant, il fallait respecter les règles et attendre. La fin janvier, période de danger maximale, était encore dans 3 mois. Nous avions suffisamment de temps pour nous préparer. Cette nuit-là, c'était mon tour de garde. Le planning des gardes était établi 1 semaine à l'avance, et mon tour tombait les 22 et 23 octobre. J'étais assis dans la salle à manger avec un magazine et un thermos de café. Toutes les 2 heures, je faisais le tour de toutes les portes,
vérifiait les serrures et inspectait les fenêtres. Entre-temps, je lisais des articles scientifiques sur ma tablette, essayant de trouver des informations sur les organismes arctiques inconnus. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit, un grondement grave et vibrant. Il venait de loin, mais se rapprochait progressivement. J'ai posé ma tablette et tendu l'oreille. Le grondement s'intensifiait, devenait plus distinct. La fréquence était très basse, environ 20 Hz, à la limite de l'audibilité pour l'oreille humaine. Je me suis approché de la fenêtre. Des projecteurs éclairaient l'espace autour de la station. Je n'ai rien vu d'inhabituel. Le grondement continuait de s'intensifier. Les vitres des fenêtres se sont mises à vibrer. Des cercles se sont formés à la surface du café dans ma tasse. La vibration s'est intensifiée. Un crayon a roulé sur la table. Le grondement a atteint son maximum, puis s'est brusquement arrêté. Un silence absolu s'installa. Même les générateurs semblaient fonctionner plus silencieusement que d'habitude. Je me tenais près de la fenêtre, scrutant l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration s'était accélérée. Je sentais dans l'air la présence de quelque chose d'étranger, de dangereux, tout près de moi. 1 minute passa, puis 2, puis 3. Rien ne se passait. J'ai pris une profonde inspiration pour essayer de me calmer. C'était peut-être une nouvelle anomalie géophysique. La vibration à basse fréquence pouvait être le résultat de mouvements de glace ou de processus souterrains. Puis je l'ai vu, au bord de la zone éclairée, à 30 mètres de la fenêtre. Une silhouette, grande, environ 3 mètres. Immobile, une tache sombre sur fond de neige blanche. Sa forme était indéfinissable en raison de la distance et du mauvais éclairage. Mais ce n'était clairement ni un humain, ni un ours blanc. Ses proportions étaient incorrectes, étranges. Je me suis figé, sans quitter la silhouette des yeux. Elle restait immobile. Puis, lentement, très lentement, il a commencé à se déplacer vers la gauche, le long du bord de la lumière. Le mouvement était fluide, sans effort apparent, comme si la créature glissait sur la surface sans déplacer ses jambes. La silhouette s'est déplacée d'une dizaine de mètres et s'est arrêtée. Elle se trouvait maintenant en face d'une autre fenêtre, celle qui donnait sur le couloir du bâtiment résidentiel. Je m'éloignais prudemment de la fenêtre de la salle à manger et me dirigeais vers le couloir. Je me déplaçais lentement en essayant de ne pas faire de bruit, même si je savais que c'était inutile. La créature à l'extérieur ne pouvait pas entendre mes pas à travers les murs et les doubles vitrages. Dans le couloir, je m'approchais de la fenêtre et jetais un coup d'œil. La silhouette se tenait toujours au même endroit. Je le voyais maintenant un peu mieux. Sa taille d'environ 3 mètres était confirmée. Son corps était allongé, la partie inférieure plus large que la partie supérieure. Je ne distinguais pas ses membres, soit parce qu'ils étaient l'emmette collés au corps, soit parce qu'ils étaient cachés dans l'ombre. Sa tête, si c'était bien une tête, avait une forme irrégulière, anguleuse, avec des protubérances ou des excroissances. La créature resta immobile pendant 5 minutes. Je ne le quittais pas des yeux, craignant de bouger. Mais les mains étaient moites, malgré la fraîcheur de la pièce. Une seule pensée me traversait l'esprit. Le verre entre nous, un double vitrage trempé de 8 mm d'épaisseur, et la porte, une porte en acier avec un verrou. Cela nous protégerait. Cela devait nous protéger. La silhouette se retourna. Le mouvement était brusque, anguleux, différent de celui des animaux. Il se tourna vers la station, et je vis l'avant. Je ne parvins pas à distinguer les détails, mais la forme générale devint plus claire. Quelque chose de massif, avec une large base. La partie supérieure ressemblait vraiment à une tête, mais trop grande, disproportionnée. Puis la créature se mit à avancer vers la station, lentement, mais inexorablement. Je m'éloignais de la fenêtre, mon pouls s'accéléra jusqu'à 140 battements par minute. J'atteignis le mur du couloir et m'y adossai.
Mon esprit me disait de réveiller Hayes, de prendre le fusil, de me préparer à me défendre. Mais mon corps ne m'écoutait pas. Mes jambes refusaient de bouger. La créature s'était approchée à 20 mètres. 15. 10. Elle se trouvait désormais dans la zone éclairée par les projecteurs. Je me suis forcé à regarder. Ce que j'ai vu ne correspondait à aucune catégorie d'êtres vivants que je connaissais. Le corps de la créature était composé de nombreux segments reliés par des articulations mobiles. Chaque segment avait une forme polygonale irrégulière et sa surface brillait d'un éclat métallique terne. La partie inférieure reposait sur 6 membres disposés symétriquement en cercle. Les membres étaient épais, composés de 3 segments chacun, et se terminaient par quelque chose qui ressemblait à de larges excroissances plates, à la place des pieds ou des pattes. La partie supérieure du corps se rétrécissait, se transformant en ce qui pouvait être considéré comme une tête. Elle avait une forme allongée, avec une extrémité avant pointue. Sur les côtés se trouvaient des protubérances, peut-être des organes sensoriels. Je ne distinguais ni yeux, ni bouche, ni aucune autre structure familière. Toute la surface du corps était recouverte d'un motif de lignes fines qui formaient des motifs géométriques, les mêmes que ceux que j'avais vus dans les inclusions métalliques au microscope. La créature s'est arrêtée à 5 mètres de la fenêtre. Sa tête tournait lentement, comme si elle inspectait le bâtiment. Ses mouvements étaient mécaniquement précis, sans la fluidité caractéristique des organismes biologiques. Je me tenais collé contre le mur, l'observant à distance respectable de la fenêtre. 1 minute s'écoula. La créature restait immobile. Puis, l'une des protubérances sur sa tête se mit à briller d'une faible lumière bleutée. La lueur s'intensifia et se mit à pulser à une fréquence d'environ 1 fois toutes les 2 secondes. En même temps, le bourdonnement à basse fréquence reprit. Cette fois, il était plus fort, et les vibrations atteignirent une telle intensité que les murs se mirent à trembler. J'entendis des pas derrière moi. Je me retournai. Ace marchait dans le couloir, un fusil à la main. Derrière lui, Blake tenait une lampe. Ils s'approchèrent de moi. Ace se posta près de la fenêtre et regarda la créature. Son visage restait impassible, sans signe de surprise ou de peur. Ace a dit doucement que c'était lui, celui qui emportait les gens chaque hiver. Il l'avait déjà vu 2 fois auparavant, en 1979 et en 2007. Les 2 fois, ses observations avaient abouti à la disparition d'un des géologues dans les jours qui avaient suivi. Blake a demandé ce que nous devions faire. Ace a répondu « Rien. Respecter les règles, rester à l'intérieur, ne pas attirer l'attention. » La créature n'essayait pas de pénétrer dans les bâtiments lorsque les portes étaient verrouillées. Elle attendait que quelqu'un sorte, ou que les serrures restent déverrouillées. C'est alors qu'elle agissait. J'ai demandé s'il était possible de la tuer. Ace a secoué la tête. En 83, un technicien a essayé de le tuer avec un fusil. Il a vidé son chargeur à une distance de 20 mètres. Les balles ont atteint leur cible. On entendait le bruit des impacts sur le métal. La créature n'a pas réagi. Elle a continué à avancer, a attrapé le technicien et l'a emporté dans l'obscurité. Le corps fut retrouvé 3 mois plus tard, à 10 km de la station. La lueur sur la tête de la créature s'intensifia. Le grondement s'amplifia à tel point qu'il devint difficile de rester debout. Le sol tremblait sous nos pieds. Un livre tomba de l'étagère dans le couloir. Quelque part au fond du bâtiment, on entendit le bruit du verre brisé. Puis, tout s'est arrêté instantanément. La lueur s'est éteinte, le grondement s'est interrompu, les vibrations ont cessé. La créature s'était retournée et a commencé à s'éloigner. Elle se déplaçait de la même manière glissante, sans bouger visiblement ses membres. Au bout d'1 minute, sa silhouette s'est dissoute dans l'obscurité, hors de la zone éclairée. Nous sommes restés tous les 3 silencieux pendant encore 10 minutes. Puis,
Hayes a ordonné à Blake de vérifier toutes les pièces pour s'assurer que personne n'avait été blessé par les vibrations. Lui-même était retourné dans son bureau. Je suis resté dans le couloir, regardant par la fenêtre l'espace vide où se trouvait l'être quelques instants auparavant. L'aube s'est levée à 7h20. Une lumière pâle colorait l'horizon de ton gris-bleu. J'ai terminé mon rapport dans le journal des incidents. J'ai décrit tout ce que j'avais vu. L'heure, la durée de l'observation, l'apparence de la créature, son comportement. Le rapport était long. Il occupait 3 pages, écrites en petits caractères. Au petit déjeuner, Ace a réuni tout le monde et a raconté l'incident de la nuit. Les réactions ont été diverses. Certains ont pris l'information avec calme, ayant probablement déjà entendu parler de cas similaires. D'autres semblaient bouleversés. Le météorologue Wilson a déclaré qu'il souhaitait quitter la station dès que possible. Ace a répondu que le prochain vol de ravitaillement n'arriverait pas avant avril. D'ici là, il fallait rester ici. Connor a demandé s'il existait un moyen de se protéger. Ace a répété les règles. Ne pas sortir la nuit, garder les portes fermées, surveiller les alentours. C'est la seule chose qui s'est avérée efficace depuis 50 ans. Toutes les tentatives de lutte active ont échoué. J'ai demandé quelle était la nature de la créature. Ace a répondu que personne ne le savait avec certitude. Les biologistes qui ont étudié les descriptions et les photos n'ont pas réussi à la classer. La forme de son corps ne correspond à aucun type d'animal connu. La brillance métallique de sa surface, ses motifs géométriques, la mécanicité de ses mouvements, tout cela contredit la logique biologique. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il ne s'agissait pas d'un être vivant, mais d'un artefact, d'une machine d'origine inconnue. D'autres le considéraient comme une forme de vie radicalement différente de celle sur Terre. Le cuisinier Thompson a remarqué que la température de la surface de la créature était d'environ 10 degrés, comme l'ont montré les caméras infrarouges. Avec une température extérieure de moins 40 degrés, une telle température nécessite une puissante source de chaleur interne, soit un métabolisme consommant d'énormes quantités d'énergie, soit autre chose. Le reste de la journée s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Tout le monde essayait de paraître calme, s'occupait de son travail habituel, mais on sentait une inquiétude générale. Les conversations se faisaient à voix basse, les gens s'approchaient souvent des fenêtres et scrutaient l'obscurité. Je suis retourné au laboratoire, mais je ne pouvais pas me concentrer sur l'analyse des échantillons. Mes pensées revenaient sans cesse à la créature, à sa forme étrange, aux motifs métalliques ou à sa surface. Le soir venu, j'ai pris une décision. Il fallait étudier le point central où se trouvait la source des anomalies métalliques. Peut-être y avait-il là le repère de la créature, ou quelque chose qui expliquait sa nature. Je connaissais les coordonnées. 60 degrés 12 minutes de latitude nord, 84 degrés 37 minutes de longitude ouest. La distance depuis la station était de 2 km. À la lumière du jour et par beau temps, le trajet prendrait environ 1 heure. J'ai discuté de mon plan avec Connor. Il a convenu que l'exploration était nécessaire. Mais il m'a averti des risques. La température était de moins 38 degrés, avec des vents de 20 mètres par seconde. Si quelque chose d'imprévu se produit, les secours ne viendront pas rapidement. De plus, nous ne savons pas ce que nous trouverons au centre. Si c'est vraiment l'habitat de la créature, la rencontre pourrait avoir une issue tragique. J'ai dit que j'étais prêt à prendre le risque. Il est insupportable de rester ici dans l'attente passive. La créature peut revenir chaque nuit. Chaque nuit, l'un d'entre nous pourrait être la prochaine victime. Il faut comprendre à quoi nous avons affaire, trouver son point faible, élaborer un plan de défense ou d'évacuation. Connor a réfléchi, puis a hoché la tête. Il a dit qu'il m'accompagnerait. À 2, nous serons plus en sécurité. Nous avons convenu de partir demain matin, à 10 heures. C'est l'heure à laquelle le soleil est le plus haut
au-dessus de l'horizon, même si la lumière reste faible. Nous prendrons des GPS, des radios et des fusées de détresse. Nous reviendrons avant la tombée de la nuit. Nous avons décidé de ne pas informer Hayes, car il nous interdirait certainement de sortir. La nuit s'est déroulée sans incident. Le radiotélégraphiste Edwards était de garde. Aucun bruit étrange, aucune vibration. J'ai dormi d'un sommeil agité. Je me suis réveillé plusieurs fois, à l'écoute du silence. À chaque fois, je n'entendais rien d'autre que le ronronnement des générateurs et le hurlement du vent. À 9h du matin, Connor et moi avons commencé à nous préparer. Nous avons enfilé une tenue arctique complète, sous-vêtements thermiques, 2 couches de polaire, doudoune, combinaison coupe-vent, des bottes à semelles épaisses avec des crampons pour la glace, des cagoules couvrant tout le visage sauf les yeux, des lunettes pour nous protéger de l'éblouissement par la neige, des gants à 3 couches. L'équipement pesait environ 10 kilos. Nos mouvements étaient entravés, mais avec de tels vêtements, on peut survivre plusieurs heures dans le froid. Nous avons pris des sacs à dos avec du matériel de rechange, des thermos de thé chaud, des barres énergétiques, des GPS avec les coordonnées de la destination, des radios avec des piles de rechange, 2 jeux de fusée de signalisation, des lampes, même si à 10h du matin, le ciel s'éclaircissait pour prendre une teinte gris-bleu. Connor a pris un appareil photo et un magnétomètre portable. Moi, un bloc-notes et un kit pour prélever des échantillons. Personne ne prêta attention à nos préparatifs. Les sorties pour vérifier l'équipement ou prélever de la neige étaient monnaie courante. À 10h05, nous quittâmes le bâtiment résidentiel par la sortie principale. La température extérieure était de moins 39 degrés, avec des rafales de vent atteignant 25 mètres par seconde. La visibilité était d'environ 300 mètres. Nous nous sommes dirigés vers le nord-est, en suivant les indications du GPS. Les 500 premiers mètres se sont déroulés sur une surface relativement plane de glace collée. La neige était compacte, nous ne nous enfoncions que de 2 ou 3 centimètres. Le vent nous fouettait le visage et même à travers notre cagoule, nous sentions le froid picoter notre peau. Notre souffle gelait sur le tissu, formant une croûte de glace. Au bout de 20 minutes, nous sommes arrivés dans une zone de crête glaciaire, des amoncellements de glace pouvant atteindre 3 mètres de haut. Ici, notre progression a ralenti. Il fallait contourner les gros blocs, escalader les rochers de glace figés. Plusieurs fois, nous avons glissé, sommes tombés, nous sommes relevés et avons continué à avancer. Connor vérifiait le magnétomètre tous les 100 mètres. Les mesures restaient dans la norme. Nous avons parcouru 1 kilomètre depuis la station en 40 minutes. Connor a de nouveau vérifié le magnétomètre. L'intensité du champ a commencé à augmenter. 200 mètres plus loin, les indications ont doublé. L'appareil a détecté une anomalie devant nous, dont la source se trouvait à environ 800 mètres. Nous avons continué notre route. Les moraines étaient derrière nous. Nous étions arrivés sur une partie de glace lisse. La neige y formait une fine couche, laissant apparaître par endroits une surface lisse. Le vent s'était intensifié, avec des rafales atteignant 30 mètres par seconde. Il était devenu plus difficile d'avancer. Il fallait se pencher en avant et s'appuyer de tout son poids contre le vent. Au bout d'1,5 kilomètre, le magnétomètre a dépassé la limite maximale. L'intensité du champ a dépassé la limite supérieure de mesure de l'appareil. Connor a dit par radio que nous étions proches. La source de l'anomalie se trouvait à moins de 300 mètres. Je me suis arrêté et j'ai regardé devant moi. Devant nous, quelque chose de sombre se détachait sur le fond blanc de la neige. De forme irrégulière, de la taille d'une petite maison. Nous nous sommes approchés. À une centaine de mètres, il était devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une formation naturelle. Une structure émergeait de la glace, gris foncé,
presque noire, et l'île était composée d'une multitude de polyèdres reliés entre eux à différents angles. La forme ressemblait à un cristal, mais trop complexe, avec une géométrie impossible. Elle mesurait environ 8 mètres de haut et 15 mètres de diamètre. La surface était recouverte des mêmes de motifs géométriques que le corps de la créature vu la nuit. Nous nous sommes approchés de près. La glace autour de la structure était lisse, sans neige. La température semblait plus élevée ici qu'aux alentours. J'ai enlevé mon gant et posé ma main sur la surface. Elle est était chaude, environ 5 degrés Celsius. Avec une température ambiante de moins 40 degrés, cela signifiait une puissante source de chaleur interne. Connor photographiait la structure sous différents angles. Je fis le tour, essayant de trouver une entrée ou une particularité. Du côté sud, je découvris un renfoncement. Il s'enfonçait dans la structure, formant une sorte de tunnel. Il mesurait environ 1,5 mètre de large et 2 mètres de haut. Les parois du tunnel brillaient d'une faible lumière bleutée. J'ai appelé Connor. Nous nous tenions à l'entrée, regardant au fond du tunnel. Il descendait à un angle d'environ 30 degrés. Il était impossible d'en déterminer la longueur, car après 22 mètres, le tunnel tournait et on ne pouvait plus voir plus loin. Connor a dit que nous devrions retourner voir Hayes pour lui faire part de notre découverte et organiser une expédition en bonne et due forme, avec du matériel. J'ai accepté, mais j'ai proposé d'au moins jeter un œil à l'intérieur, de parcourir les 20 du premier mètres pour voir ce qu'il y avait là-bas. Connor a hésité, puis a acquiescé. Nous sommes entrés dans le tunnel. La température à l'intérieur était d'environ 0 degré, plus chaude qu'à l'extérieur, mais toujours froide. Il était impossible de déterminer la source de la lueur bleutée. On aurait dit que les murs eux-mêmes brillaient. La lumière était uniforme, sans ombre. Sous nos pieds, la glace était lisse et glissante. Nous avancions lentement, en nous tenant au mur. Nous sommes arrivés à un tournant. Après celui-ci, le tunnel s'élargissait, se transformant en une chambre de forme irrégulière. La chambre mesurait environ 10 mètres de diamètre et 5 mètres de hauteur. Les murs étaient faits du même matériau que la structure extérieure. Des lignes formant des motifs géométriques s'étendaient sur toute la surface. Au centre de la chambre se trouvait un objet. Il s'agissait d'un cylindre d'environ 2 mètres de haut et d'1 mètre de diamètre. Sa surface était lisse, noire, sans joint ni fixation. Des fils fins partaient du haut et du bas du cylindre et s'enfonçaient dans les murs et le sol de la chambre. Les fils ressemblaient aux inclusions métalliques que j'avais vues dans les échantillons de roches au microscope. Connor s'approcha du cylindre et le toucha délicatement. La surface était chaude, environ 20 degrés. Je sortis le magnétomètre. L'appareil indiquait des valeurs 100 fois supérieures à celles de fond. La source de l'anomalie était ce cylindre. Soudain, la lueur des murs s'intensifia. La lumière bleue devint plus vive et se mit à pulser. En même temps, un grondement grave se fit entendre, le même que celui de la nuit à la station. Le sol sous nos pieds se mit à trembler. Connor m'attrapa par la main et me tira vers la sortie. Nous avons couru dans le tunnel pour revenir sur nos pas. Le grondement s'intensifiait, les vibrations s'amplifiaient. Les murs du tunnel ont commencé à se déplacer, la géométrie de l'espace changeait. La distance jusqu'à la sortie semblait plus grande qu'à l'entrée. Nous avons couru, trébuchant, tombant, nous relevant et courant à nouveau. Nous avons finalement réussi à sortir. Nous nous sommes retournés. L'entrée du tunnel avait disparu. La surface de la structure était devenue continue, sans creux. Le grondement avait cessé, les vibrations s'étaient calmées. Nous sommes restés là, haletants, à regarder la structure noire. Connor a dit qu'il fallait y retourner immédiatement à la station. J'ai accepté. Nous avons fait demi-tour et sommes repartis, accélérant le pas autant que nous le pouvions avec notre équipement lourd.
1h40 plus tard, nous étions de retour à la station. Nous sommes entrés dans le bâtiment résidentiel et avons déposé notre équipement. Ace nous attendait dans la salle à manger. Il a dit qu'il avait remarqué notre absence une demi-heure après notre départ. Il a vérifié les traceurs GPS intégrés aux radios. Il a vu que nous nous dirigions vers le point central de l'anomalie. Il voulait envoyer une équipe à notre recherche, mais a décidé d'attendre. Il exige maintenant un rapport complet. Nous lui avons tout raconté. La structure, le tunnel, le cylindre dans la chambre centrale. Nous lui avons montré les photos et les données du magnétomètre. Ace a écouté en silence, son visage devenant de plus en plus sombre. Quand nous avons eu fini, il a dit que nous avions commis une grave erreur. Notre intrusion dans la structure aurait pu provoquer une réaction. Maintenant, la créature sait que nous sommes là, qu'elle a découvert son repère. Cela va changer la donne. Auparavant, il venait une fois par an, emmenait une personne et disparaissait jusqu'à l'hiver suivant. Maintenant, on ne sait pas comment il va se comporter. Connor a objecté que le fait de connaître l'antre nous donnait un avantage. On pouvait essayer de détruire la structure, de la faire exploser ou autre. Ace a secoué la tête. La structure était là depuis peut-être des millions d'années. Les inclusions métalliques dans les roches vieilles de 600 millions d'années le prouvent. Quelle que soit sa nature, il est impossible de la détruire avec nos moyens. Je lui ai demandé ce qu'il proposait de faire. Ace a répondu que la seule option était de renforcer les mesures de sécurité. À partir de maintenant, 2 personnes monteraient gouverner la garde la nuit, au lieu d'une seule. Tous les fusils devaient en demi rester chargés et à portée de main. Des serrures supplémentaires seront installées sur les portes. Il ne restait plus qu'à attendre et espérer que rien ne se passerait avant la fin du mois de janvier. Le reste de la journée a été consacré aux préparatifs. Blake a installé des verrous supplémentaires sur toutes les portes entre les bâtiments. Le mécanicien a vérifié les générateurs, les réserves de carburant et les systèmes de chauffage. Le radiotélégraphiste a réglé l'équipement de communication d'urgence. Tout le monde a vérifié son équipement, préparé ses sacs à dos en cas d'évacuation d'urgence, même si personne ne savait où évacuer en plein hiver dans l'Arctique. Le soir, j'étais assis dans ma chambre, notant les événements de la journée. Dehors, l'obscurité était totale. La température était tombée à moins 43 degrés. Le vent hurlait, soulevant la neige. À environ 2 kilomètres de là, se trouvait la structure dans laquelle nous étions entrés le matin. Le cylindre dégageait de la chaleur et un champ magnétique. La créature errait sur la glace, se dirigeant peut-être vers la station. Je refermai mon carnet et regardai le calendrier. Le 23 octobre. Il restait 3 mois avant la fin janvier. 3 mois d'attente, de tension, de peur. 3 mois pendant lesquels l'un d'entre nous disparaîtrait, si l'on en croyait les statistiques. Mais maintenant, nous savions où se trouvait la source de la menace. Nous savions à quoi ressemblait la créature. Nous avions vu son repère. Ses connaissances pouvaient nous sauver ou nous détruire. J'ai éteint la lumière et je me suis couché. Le sommeil ne venait pas. Des images de la structure noire, de la lumière bleue pulsante, des motifs métalliques sur les murs tournaient dans ma tête. Au loin, on entendait le hurlement prolongé du vent. Ou peut-être n'était-ce pas le vent. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans une attente anxieuse. Les incidents nocturnes se sont multipliés. Presque chaque nuit, on entendait des bruits à l'extérieur, des coups, des grincements, des pas sur des planchers métalliques. À plusieurs reprises, la créature est apparue dans le champ des projecteurs. Elle se tenait à la lisière de l'espace éclairé, immobile, comme si elle nous observait. Puis, elle disparaissait dans l'obscurité. Les vibrations devenaient de plus fortes et plus longues. Une fois, la secousse fut si puissante qu'elle fit voler en éclats la vitre du laboratoire. Blake colmata la fissure avec du mastic et installa un cadre supplémentaire.
Les interférences de radio étaient maintenant quotidiennes. Edwards avait presque cessé de communiquer avec le monde extérieur, car il n'y avait qu'un bruit continu sur les ondes. Le 7 novembre, le premier incident grave se produisit. Connor et Miller étaient durés de garde. Vers 2h du matin, ils entendirent un bruit provenant du bâtiment technique. Un grincement métallique fort, comme si quelque chose essayait d'arracher une feuille de revêtement. Le bruit dura environ 15 minutes, puis s'arrêta. Le matin, nous avons inspecté le bâtiment technique. Nous avons découvert de profondes rayures sur le mur extérieur. 4 rainures parallèles, chacune d'environ 2 cm de large et jusqu'à 5 mm de profondeur. Les éraflures traversaient le revêtement métallique, comme si quelque chose d'incroyablement tranchant et dur avait été passé dessus. Les rainures dont s'étendaient vendaient sur 3 mètres, du sol jusqu'à une hauteur de 2,5 mètres. Ace a déclaré que la créature testait la solidité de nos fortifications. Elle cherchait un pointe faible, un moyen de pénétrer à l'intérieur. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Habituellement, elle attendait simplement que quelqu'un enfreigne les règles, sorte ou laisse la porte ouverte. Maintenant, son comportement avait changé. Notre intrusion dans la structure avait vraiment provoqué une réaction. Blake a proposé de renforcer les murs avec des feuillants de métal supplémentaires. Ace a accepté. Les 3 jours suivants, nous avons travaillé à l'installation d'une 2e couche de revêtement sur les zones les plus vulnérables. Nous avons utilisé tout le stock de tôle d'acier du dépôt. Les fenêtres ont été fermées avec des grilles métalliques, ne laissant que d'étroites fentes pour voir à l'extérieur. La station s'est transformée en forteresse, mais tout le monde comprenait qu'il s'agissait d'une mesure temporaire. Si la créature voulait vraiment pénétrer à l'intérieur, aucune fortification ne pourrait l'arrêter. Les traces sur le mur témoignaient d'une force capable de déchirer du métal de 3 mm d'épaisseur. Nos portes et nos murs ne résisteraient pas longtemps à un tel impact. Le 15 novembre, la durée du jour a été réduite à 30 minutes. Le soleil apparaissait à peine à l'horizon, teintant le ciel d'une couleur orange terne. Puis l'obscurité était revenue, pour durer 23h30. La température est tombée à moins 48 degrés. Il était désormais impossible de travailler à l'extérieur. Nous restions à l'intérieur, ne sortant que pour les tâches les plus urgentes. Le 20 novembre, Wilson a craqué psychologiquement. Il évadait rester assis toute la journée dans sa chambre, refusant de sortir, ne touchant pas à la nourriture. Le soir, il s'est mis à crier qu'il ne supporterait pas 2 mois supplémentaires enfermé, qu'il préférait mourir maintenant plutôt que de devenir lentement fou dans l'attente. Ace lui a injecté un sédatif et Wilson a dormi 12 heures. À son réveil, il semblait plus calme, mais ses yeux restaient vides, détachés. Je comprenais son état. La tension constante, l'impossibilité de se détendre, la certitude que chaque nuit, quelque chose de mortellement dangereux rôdait derrière les murs. Tout cela pesait sur le moral. Certains s'en sortaient mieux, d'autres moins bien. Mais tous ressentaient le poids de la peur, qui devenait chaque jour plus lourd. Le 22 novembre, la nuit polaire est tombée. Le soleil a disparu à l'horizon et n'est plus réapparu. Une obscurité totale s'est installée qui durera jusqu'à la fin janvier. 2 mois sans lumière du soleil, sans alternance naturelle du jour et de la nuit. Seul l'éclairage artificiel de la station et le vide noir infini autour. Au cours de la première nuit polaire, une créature était venue à la station. Elle laissait rester debout devant l'entrée principale du bâtiment résidentiel pendant 3 heures d'affilée. Nous l'avons observée à travers les étroites fentes des grilles. Elle ne bougeait pas, ne faisait aucun bruit. Il se tenait simplement là, sa tête étrange tournée vers la porte. La lueur bleue sur ses protubérances pulsait lentement, toutes les 5 secondes. Puis, il a commencé à s'approcher.
lentement, centimètre par centimètre. Nous nous tenions dans le couloir, nos fusils à la main, même si nous savions que les armes étaient inutiles. La créature s'approcha tout près de la porte. Elle se colla contre le métal avec la partie avant de son corps. Nous entendîmes un léger grincement, comme si quelque chose de dur grattait l'acier. Cela dura 10 minutes. Puis, la créature recula, fit demi-tour et disparut dans l'obscurité. Nous nous précipitâmes vers la porte et l'inspectâmes de l'extérieur à travers la fente. La surface métallique présentait les mêmes 4 rainures, parallèles que celles sur le mur du bâtiment technique. Mais ici, elles étaient plus profondes, près d'1 centimètre. Encore un peu, et le revêtement aurait été transpercé. Ace ordonna d'installer des verrous supplémentaires. Blake souda des plaques d'acier à l'intérieur de la porte et renforça le cadre. Désormais, la porte était difficile à ouvrir, même de l'intérieur. Mais c'était notre seule protection. Le mois de décembre commença par un nouvel incident. Dans la nuit du 3 décembre, l'électricité fut coupée. Les générateurs fonctionnaient correctement, il y avait suffisamment de carburant, mais la lumière s'éteignit instantanément dans tous les bâtiments. Nous nous retrouvâmes dans l'obscurité totale. Les lampes projetaient de faibles rayons qui transperçaient l'obscurité. Blake et le mécanicien se précipitèrent vers la salle des générateurs. Ils constatèrent que tous les systèmes fonctionnaient normalement. Les générateurs produisaient de l'électricité. Les lignes n'étaient pas endommagées, mais l'énergie s'échappait quelque part. Les appareils indiquaient une consommation 10 fois supérieure à la capacité de la station. L'électricité revint au bout de 20 minutes, aussi soudainement qu'elle avait disparu. Les lumières s'allumèrent, les systèmes se remirent en marche. Ils ne trouvèrent aucune explication. Ace dit que la créature était capable d'influencer les systèmes électriques. Peut-être que son corps générait un puissant champ électromagnétique qui créait des interférences et des surcharges. Depuis ce jour, les coupures sont devenues régulières. Tous les 2 ou 3 jours, nous restions sans électricité pendant 5 minutes à une demi-heure. Cela se produisait toujours la nuit, lorsque la créature était dans les environs. Nous avons appris à toujours garder des lampes à portée de main, chargées et prêtes à l'emploi. La mi-décembre a été marquée par un nouveau rebondissement. Le 18 décembre, pendant mon service, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La créature se tenait près de la station, comme d'habitude. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Dans l'obscurité, on distinguait 2 autres silhouettes, plus petites, d'environ 2 mètres de haut. Elles se tenaient à une 50aine de mètres de la créature principale et les unes des autres. J'ai appelé Ace. Nous nous tenions près de la fenêtre, scrutant l'obscurité. Ace a pris des jumelles de vision nocturne et a longuement observé. Puis, il a baissé les jumelles et a dit un seul mot. Reproduction. En 50 ans d'observation, personne n'avait jamais vu plus d'une créature à la fois. Il n'y avait toujours eu qu'elle, chasseuse solitaire, venant 1 fois par an. Maintenant, ils étaient les 3. Peut-être que notre intrusion dans la structure avait réveillé quelque chose, ou déclenché un processus, ou peut-être que la créature avait appelé ses congénères. Les 3 silhouettes sont restées là jusqu'à l'aube. Puis, elles sont parties dans des directions différentes. La créature principale s'est dirigée vers la structure sur la glace. Les 2 plus petites sont parties vers le sud et l'ouest. Les nuits suivantes ont confirmé nos pires craintes. Les silhouettes apparaissaient régulièrement, parfois toutes les 3, parfois séparément. Elles encerclaient la station, s'approchaient de différents côtés, griffaient les murs. Les rainures sur le métal devenaient de plus en plus profondes. À 2 reprises, nous avons entendu des bruits semblables à des tentatives de pénétration à travers le toit. Blake s'est monté au grenier pour inspecter les planchers. Pour l'instant, tout tient bon, mais on ne sait pas combien de temps cela durera. Le 25 décembre, nous avons tenu une réunion d'urgence.
Ace a exposé la situation sans détour. La station n'est plus sûre. Les créatures sont désormais 3 et leur activité s'intensifie. Les fortifications ne résisteraient pas à une pression constante. Tôt ou tard, elles finiraient par céder. Nous avions 2 options, rester ici et attendre, ou tenter une évacuation. Une évacuation pendant la nuit polaire, par moins 50 degrés, relevait pratiquement du suicide. La localité la plus proche se trouvait à 800 km. Les motoneiges ont une autonomie de 200 km. Après quoi, elles seront à court de carburant. La communication avec le monde extérieur est instable. Il est impossible d'organiser une opération de sauvetage dans les conditions actuelles. Mais rester signifie attendre lentement la mort. Le vote a divisé le groupe presque à part égale. 6 sont pour l'évacuation, 5 pour rester. Ace, en tant que chef, a pris la décision de rester. Tenter une évacuation dans les conditions actuelles tuerait tout le monde. Ici au moins, il y a une chance de tenir jusqu'en avril, quand l'avion de ravitaillement arrivera. Le 1er janvier 2024, Thompson n'est pas descendu pour le petit déjeuner. Nous avons enfoncé la porte de sa chambre. Le cuisinier gisait sur son lit, mort. Son visage était figé dans une expression d'horreur, les yeux grands ouverts, la bouche déformée par un cri silencieux. Son corps était froid et raide. La mort était survenue quelques heures auparavant. Ace examina le corps. Aucune blessure externe. La fenêtre était verrouillée de l'intérieur, la porte fermée. Aucun signe de lutte. Ace a déclaré qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque dû à la peur. L'homme avait vu quelque chose qui l'avait tellement effrayé que son cœur n'avait pas résisté. Nous avons passé le reste de la journée en silence. Thompson était la première victime de l'hiver. Selon les statistiques, il ne devait y avoir qu'un seul décès avant la fin du mois de janvier. Le quota était désormais atteint, mais personne ne croyait que cela s'arrêterait là. Pas cette année, pas après ce qui s'était passé. Nous ne pouvions pas enterrer le corps de Thompson. Le sol était gelé à plusieurs mètres de profondeur. Nous l'avons enveloppé dans une bâche et transporté dans le bâtiment technique, où la température était d'environ moins 20 degrés. Le corps y restera jusqu'au printemps. Le 10 janvier, la phase finale du siège a commencé. Les 3 créatures sont arrivées en même temps. Elles ont encerclé la station sur 3 côtés. Elles ont commencé à gratter méthodiquement les murs, les portes, les cadres de fenêtres. Le bruit était incessant. Le grincement du métal contre le métal, les coudes sourds, le craquement des structures qui se déformaient. Nous nous sommes rassemblés dans la partie centrale du bâtiment résidentiel, l'endroit le plus protégé. Nous tenions nos fusils, même s'ils ne servaient à rien. Nous écoutions les créatures démolir notre forteresse couche après couche. Le revêtement des bâtiments craquait, s'effondrait. Quelque part, le toit a été percé, laissant entrer l'air froid. Cela a duré toute la nuit. À l'aube, les murs extérieurs du bâtiment technique étaient presque entièrement détruits. Le bâtiment du laboratoire avait perdu la moitié de son revêtement. Le bâtiment résidentiel tenait bon, mais ses fortifications n'auraient pas résisté à une autre nuit comme celle-ci. Le matin du 11 janvier, Ace a annoncé sa décision finale. Nous évacuons. Aujourd'hui, maintenant, tant qu'il y a encore la lumière du crépuscule. 2 motoneiges, toutes les réserves de carburant, de nourriture et de vêtements chauds. Direction sud-ouest, vers Resolute Bay. Les chances d'y arriver sont minces, mais rester signifie une mort certaine. Nous nous sommes préparés pendant 2 heures. Nous avons chargé les motoneiges à leur maximum. Il a fallu presque forcer Wilson à sortir de la pièce. Il était paralysé, incapable de réagir à ce qui se passait. Edwards a envoyé un dernier message de détresse, indiquant nos coordonnées et notre itinéraire. Il n'a pas reçu de réponse. Il n'y avait qu'un bruit continu sur les ondes. À 11 heures, nous avons quitté la station. 11 personnes sur 2 motoneiges, avec des remorques chargées de provisions.
La température était de -52 degrés, le vent soufflait à 35 mètres par seconde. La visibilité était de 50 mètres. La dernière chose que j'ai vue en me retournant, ce sont les silhouettes de 3 créatures sur fond de bâtiments détruits dans de la station. Elles se tenaient immobiles, nous observant. Ils ne nous ont pas poursuivis, n'ont pas essayé de nous arrêter. Elles de nous regarder, simplement disparaître dans le vide blanc de la nuit polaire. Nous avons roulé pendant 3 jours. Nous avons épuisé notre carburant le 2e jour et avons parcouru le reste du chemin à pied. Wilson est mort le 3e jour. Son cœur s'est arrêté pendant une pause. Nous avons laissé son corps dans la neige. Nous n'avions plus la force de le porter plus loin. Le 4e jour, un avion de patrouille des gardes-côtes nous a repérés. Edwards avait finalement réussi à envoyer un signal de détresse avant que nous quittions la station. Sur les 11 personnes, 9 ont survécu. Thompson et Wilson ont péri. Les autres ont souffert d'engelures, plus ou moins graves. Connor a perdu 3 orteils du pied gauche. Je m'en suis tiré à bon compte, des gelures au 2e degré aux joues qui ont guéri en 1 mois. Le service géologique a mené une enquête. La conclusion officielle est que la station a souffert de conditions météorologiques extrêmes, que les structures ont été détruites et que le personnel a été contraint d'évacuer les lieux. Thompson est mort d'une crise cardiaque, Wilson d'hypothermie pendant l'évacuation. Pas un mot sur les créatures, la structure sur la glace, les inclusions métalliques. La station Nord 8 a été mise en sommeil. Officiellement, en raison de l'obsolescence des équipements et du caractère inapproprié des réparations. Officieusement, parce que plus personne n'accepterait d'y aller, même pour un salaire triplé. Je suis retourné en Alaska et j'ai repris mon ancien poste. Parfois, je me réveille la nuit à cause d'un bourdonnement grave qui résonne dans le silence. Je m'approche de la fenêtre, je scrute l'obscurité, je cherche des silhouettes, mais il n'y en a pas ici. Elles sont restées là-bas, sur l'île d'Ellsworth, à 2 kilomètres de la station détruite, dans une structure qui existe depuis des millions d'années et qui existera probablement encore autant. Je ne sais pas ce qu'elles sont. Une forme de vie ancienne qui a survécu aux périodes glaciaires, un artefact d'une civilisation oubliée, quelque chose venu de l'espace. Il n'y a pas de réponse, il n'y a que des faits, des inclusions métalliques dans des roches anciennes, des cercles réguliers d'anomalies, une structure noire sur la glace, 3 créatures qui ont méthodiquement démantelé notre station, et 11 personnes disparues en 50 ans, 11 vies sacrifiées à quelque chose que nous ne comprenons pas et que nous ne comprendrons peut-être jamais. Le service géologique conserve toutes les données dans des archives de classés confidentielles. Mon rapport, les photos de Connor, les notes du journal des incidents. Tout cela se trouve dans un coffre-fort quelque part à Washington, auquel seules les personnes ayant le niveau d'accès le plus élevé ont accès. Officiellement, ces données n'existent pas. Mais je connais la vérité, et les 8 personnes qui ont survécu à cet hiver la connaissent aussi. Nous avons signé des accords de confidentialité, nous avons reçu l'interdiction de discuter de ce qui s'est passé, mais parfois, nous nous réunissons, en secret, juste pour nous assurer que tout cela était réel, que nous n'avons pas perdu la tête.